Bonjour, bonjour à tous. On est le mardi aujourd'hui, 1er septembre. C'est la rentrée des classes. J'espère que vous allez bien. Je souhaite à tous les mamans, à tous les papas une bonne rentrée et à tous les enfants une bonne rentrée scolaire. Aujourd'hui, on va un petit peu voyager. On va changer complètement de sujet et on va aller directement au Portugal dans les années 1962. Et en 1962, à quelque chose près, hein, je ne vous dirai pas l'endroit du Portugal parce que ce serait pas drôle, parce qu'il faut rester, il faut laisser un petit peu de suspense aussi euh, par rapport à mon histoire propre, puisqu'on va se plonger à mes premiers souvenirs d'enfance, de bébé en fait, parce que je ne marchais pas encore, puisque je suis né en 1960, et, euh, et c'était bien avant 1962, puisque si vous savez compter, à 2 ans c'est déjà marché, et puis mes premiers souvenirs, dans ma tête, je ne marchais pas encore. Alors, ça se passe au Portugal, bien sûr, dans les années presque 1962, dans une forêt, dans une maison à la campagne, et cet endroit s'appelle la vallée des Mimosas. Cette vallée des Mimosas, on a un voisin à peu près à 500 mètres de notre maison qui ressemble un petit peu à la maison de la prairie. Sur une hauteur, vous avez une maison qui date des années 30 ou 20, je ne sais plus, sans eau, sans électricité. À contrebas, vous avez une fontaine avec le jardin. Vous avez une maison à l'ancienne portugaise avec des patios. Vous avez un endroit où on met les animaux à la rentrée de la maison. Alors d'un côté, il y a pour les poules, et puis d'un autre pour, pour, euh, pour les cochons, d'un autre côté pour les moutons et les chèvres, etc. etc. Euh, vous avez une vieille maison avec un patio, euh, un grand couloir ouvert, vous avez une cuisine tout au bout, sur le côté gauche vous avez un four pour faire le pain à la main. Un peu plus à droite, vous avez un hangar pour stocker du bois, etc. etc. De l'autre côté de la cuisine, vous avez une porte qui va au salon et à 2 chambres. Et, euh, et avant cela, au tout début de ce patio, vous avez une espèce de véranda en bois et qui mène dans 2 chambres. Il y aura plus de détails beaucoup plus tard, bien sûr, mais ça c'est déjà pas mal, non? Euh, et comme je vous ai dit, au contrebas de cette maison, puisque c'était sur une colline, et la maison était entourée de sapins, moitié sapin, moitié mimosa. Et au printemps, à l'époque de la floraison du mimosa, vous avez des Et c'était pas des petits arbres comme vous trouvez en province, non. C'était des gros arbres, très très hauts, très très gros. Et à la période de la floraison, que c'était en hiver, hein, si mes souvenirs sont bons, vous avez ces branches qui retombaient comme ça sur le chemin qui nous emmenait à l'école, et pendant 50 mètres, 100 mètres, vous aviez du mimosa. C'était grandiose, 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 grandiose. Il faut le voir pour le croire. Il y avait à côté de cette maison une autre maison abandonnée, à peu près à, je sais pas, on va dire 100 mètres. Une maison abandonnée. Et pourquoi elle était abandonnée, cette maison? Figurez-vous, figurez-vous qu'il y a eu un drame dans cette maison. Un drame. C'est ma maman qui me l'a raconté. C'était 2 sœurs qui habitaient dans cette maison, soi-disant. J'en ai jamais eu la preuve.
Mais cette maison était abandonnée. Ça, c'est vrai, puisqu'on y jouait souvent. Et ça nous faisait peur, parce qu'il y avait le chemin qui montait un petit peu contrebas de la maison. Et on passait devant pour aller à l'école. Et voilà que ma maman, un jour, à peine 3 ans, 4 ans, parce que à l'époque ça se passe comme ça, vous savez, on raconte des histoires aux enfants d'horreur, de fantômes, de loups, de machins. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. On vous raconte des horreurs dès votre enfance. Dès votre enfance, on vous raconte des horreurs. Il y a quelqu'un qui meurt dans le village, hop, maman vous prend par la main, vous avez à peine 3 pommes et vous allez à l'église, chez le voisin voir les morts. À l'église on ouvre le cercueil, au cimetière on ouvre le cercueil. Wow, voilà, le choc, le choc, le choc. Revenons à cette histoire de maison abandonnée. Figurez-vous qu'il y avait 2 sœurs qui étaient là. Bon, je ne connais pas toute l'histoire, évidemment. Et puis ça date, hein, ça date de 1962, à peine. Enfin, après, plus tard, bien sûr, c'est pas 62, hein. On est bien d'accord. Eh bien, ces 2 sœurs qui habitaient là, l'hiver, comme elles avaient froid, elles se chauffaient au bois, bien sûr, parce qu'à l'époque, on avait tous une cheminée pour nous chauffer au bois ou pour les pommes de pin. On se chauffait aussi aux pommes de pin. Et tout le bois mort qu'on trouvait chez le voisin dans les forêts, on ramassait le bois mort, on passait notre enfance à ramasser le bois mort, parce que dans le temps ça se faisait. C'est les pauvres qui nettoyaient les forêts. Il n'y avait pas besoin d'avoir des forestiers, hein. C'est le pauvre qui n'avait pas de quoi manger, qui n'avait pas de quoi se chauffer, qui n'avait pas de bois à lui, tout simplement, ou les moyens d'acheter du bois. Et ben nous, comme on était une famille nombreuse, on allait, dès qu'on avait 3 pommes, 4 pommes, on allait à peine à l'école, déjà on allait passer nos vacances, on allait passer les fins de journée à aller à chercher du bois, ou on peut dire aussi voler. Mais à l'époque, le mot voler, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, euh, moi qui a quitté le Portugal à l'âge de presque 12 ans, je peux vous dire que jamais on est venu à la maison nous arrêter parce que on avait piqué des pommes de pin qui étaient par terre dans un bois ou du bois mort par terre. Et nous, comme on était une famille très nombreuse, on allait même couper les sapins. Dès que les sapins étaient morts, le sapin il était mort. Il était mort. Et ben nous, on avait la scie ou on avait la hache et on allait couper, on coupait le bois. On le tirait, souvent ça descendait tout seul parce que bon, les forêts, il y a des pentes, il y a des pines, les pines, vous savez, les épines du sapin qui tombent par terre, qui sont très secs, et à ce moment-là, le bois, il glisse tout seul, hein. Et quand ça descend, alors là, vous l'attachez à une corde et vous tirez. Même des fois, on jouait avec. Même des fois, on jouait avec. Mais ce qui était déjà rigolo, c'est que des fois, on avait des planches en bois ou des planches en forme de liège. Vous avez dû connaître ça. Et aux pentes, c'était notre jeu d'enfance. On se mettait sur ces planches. Aujourd'hui, c'est autrement. C'est sur la pelouse. Eh ben nous, non, c'était pas sur la pelouse. Il y avait des pentes énormes, énormes, mais on était complètement dingue à l'époque, complètement dingue. On ne voyait pas le danger. Rien, rien, rien. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Mais on était complètement fous. Des fois, on allait directement sur sur un sapin gros comme ça, on se cassait la gueule, on faisait des galipettes, enfin bref, on était complètement inconscient, inconscient. C'est ça, vivre, c'est ça, l'enfance du Portugal des années 60, 70.
Revenons à notre histoire de maison. D'ailleurs, notre maman nous disait que cette maison était hantée, hein. En plus, voilà, la totale, quoi. La totale. On nous disait que la maison était hantée et que, bon, on avait peur, bien sûr. On avait peur. Et alors, figurez-vous, ces dames, jeunes sœurs, donc elles étaient sœurs, soi-disant, et, bon, comme tous les hivers, il fait froid, on n'a pas le chauffage central, vous imaginez bien, toutes les pièces sont chauffées par la cheminée à l'époque, ou par un four intérieur, parce que vous aviez des maisons aussi qui avaient des fours intérieurs pour faire le pain, ça existait aussi. Et ma maman me dit, tu sais, voilà, il y a eu un drame dans cette maison, parce qu'un hiver, figurez-vous, que les deux sœurs, pour avoir un peu plus chaud, qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais il faut déjà... Elles ont tout simplement bouché toutes les ouvertures de porte, le moindre petit trou, avec du papier journal. Avec du papier journal. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand à l'intérieur d'une maison, vous n'avez pas d'air qui sort et qui rentre? Et que vous bouchez toutes les issues? Et que vous êtes chauffé au bois ou à la pine de pain à l'intérieur? Eh oui, eh oui. Vous avez deviné ce qui s'est passé. Elles ont été asphyxiées, voilà. Alors je ne sais pas quel âge elles avaient, je ne sais pas pourquoi elles étaient là, ces deux sœurs. Bien. Alors, je vous ai déjà décrit un petit peu la maison qui se trouvait sur une hauteur. Et puis d'un côté, il y avait donc le chemin derrière la maison qui emmenait à l'école avec un passage très compliqué où il fallait prendre un pont qui tenait pas du tout, parfois même. Et l'hiver, on avait parce qu'il y avait la montée de la rivière, du courant, et puis ce pont qui était casse-gueule. Casse-gueule. Bon, vous avez vu des films dans la jungle, des films... euh, bon, vous imaginez un peu. Ça, c'est réel, hein, c'est du vécu. Et alors, et alors, bon, après, ça montait, il y avait encore une forêt avec des sapins. On en avait pour un quart d'heure, 20 minutes, pour aller au petit village d'à côté, que je ne vous dirai pas le nom. Eh non, ça, ce sera un peu plus tard. Suspense. Et, arrivé au village, un village. Figurez-vous que dans ce village, pas très gros, dans le nord du Portugal, ah, je vous ai donné quand même une indication. Je suis gentil. Il y avait une grosse usine. À peine arrivé au village, il y avait une grosse usine de textile. Vous imaginez, dans les années 60, une grosse usine. Et quand on allait à l'école, à l'âge d'aller à l'école, on voyait des gros camions, mais des gros, impressionnants. Nous que n'avions jamais voyagé, jamais vu la télévision, jamais vu le coup du monde, on voyait ces camions, waouh, waouh, mesdames et messieurs, une usine de textile, s'il vous plaît. Et même que plus tard, j'ai deux frères qui ont travaillé dans cette usine. Mais ça, je vous raconterai beaucoup plus tard, si vous êtes sage. Cette usine, c'était une vraie pollution. Aujourd'hui, à l'époque, on trouvait ça normal. Mais maintenant, en réfléchissant bien. Mais par contre, elle donnait du boulot à tout le village et tous les environs. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Cette usine, elle existe encore, mesdames et messieurs. Cette usine existe encore. Et tous mes copains d'école, et les copains de mes frères et de mes sœurs, etc., etc., ceux qui n'ont pas eu la chance de partir comme mes parents, comme nous, très jeunes, à l'étranger,
Eh ben, j'ai des copains d'école, parce que je suis allé à l'école primaire jusqu'à l'âge de 11 ans et demi, où j'ai passé la seconde, et j'étais sur le point de passer la troisième. Je vais vous raconter plus tard. Et cette usine, mesdames et messieurs, elle avait une importance, elle a eu une importance depuis plus de 50 ans sur le village et sur mes copains d'école qui ont fait tous leur vie, qui sont tous mariés, qui sont tous mariés avec l'usine. Et aujourd'hui, elle existe encore. Il y a encore quelques personnes qui y travaillent. On revient à la pollution. Évidemment, c'est une usine de textile. Donc vous imaginez, il y avait une espèce de truc, la couleur, on voyait, parce qu'il y avait une espèce de truc ouvert, c'était pas des tuyaux, hein, non, c'était pas caché, pas du tout. Hein. Carrément, c'était ouvert, on voyait toute la merde, la couleur des tissus, machin. Enfin, je vous dis ça maintenant, mais à l'époque, je n'imaginais pas, je ne savais même pas Bon, enfin, de toute façon, un jour, je suis allé dans cette usine, puisque mon frère, 2 ans plus âgé que moi, il m'a invité un soir. Parce que figurez-vous, il y travaillait la nuit. Et à la nuit, il n'y a pas seule personne. Il y a 3 4 bédouins qui travaillent sur les machines. Et mon frère, un jour, il m'emmène. Il m'emmène à cette usine. Oh, c'était une grosse aventure. Hein. Une grosse aventure. Passez bien. Et alors, extraordinaire. Nous, qui n'avions pas de télé, pas de radio à la maison, rien du tout. C'est une grosse machine, machin. Et ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça fait du bruit. C'était impressionnant. Hein. Mon frère, à peine 2 ans plus que moi, usine. Ah ben ça, je me raconterai aussi plus tard. Pour vous... Alors, on parlait de cette histoire de coulement des eaux usées, de l'usine, machin. Alors, figurez-vous, où elle allait cette eau? Cette eau usée, des machines, etc. Dans la rivière. Mais pas n'importe quelle rivière. Mais pas n'importe quelle rivière. La rivière qui passait devant ma maison. En contrebas, à peine 200 mètres, 300 mètres. Alors, vous savez, quand on est petit, on va tout grand. Hein. Vous le savez aussi bien que moi, on va tout grand. Et là, combien de mètres? On va mesurer, on va y aller sur place, vous allez voir. Ça va être drôle. Ça existe encore, hein, elle existe encore, elle est encore un petit peu debout. Hein. Quand je vais là-bas, on va visiter. Bon, c'était un grand moment de l'histoire de notre famille. Alors, cette rivière, cette fameuse rivière, qu'on appelait Ribeira, tout simplement, on l'appelait Ribeira. Est-ce qu'elle a un autre nom? Ribeira. Parce qu'en portugais, ça veut dire rivière. Ribeira. On va à la Ribeira. Alors, cette fameuse rivière, qui était pas très dangereuse l'été, puisqu'il y avait pieds un peu partout, sauf à 2 3 km au contrebas de notre maison, où il y avait une petite route qui passait pas très loin de notre maison, qui allait sur l'autre côté d'un autre village, et que le mouleur passait avec sa charrette, avec son cheval, avec le blé, les sacs de blé qu'il allait moudre dans son moulin à eau, à 2 km, 3 km de la maison, en descendant. Et nous, comme on était nombreux, qu'on était très pauvres, quand on avait l'âge d'aider et tout, à chaque fois qu'on le faisait passer, ce monsieur, qui était un monsieur charmant, un jour j'ai fait une tournée avec lui dans toutes les villes où il allait distribuer la farine, c'était extraordinaire, c'était une aventure, ma mère m'avait donné la permission, je devais avoir 10 ans, je ne sais plus. Et ce monsieur qui faisait partie d'une famille formidable, un peu plus haut, en allant sur Villa F, je vous lui dirai plus tard le nom,
Villa F. C'est là où je suis né en fait, Villa F. mais mais c'est un secret, Villa F. Et alors, cette aventure. Alors, alors bien sûr, on allait l'aider, ce monsieur qui était charmant, de temps en temps, quand on sortait de l'école, qu'on était libre, on allait l'aider à descendre les sacs de blé et de maïs pour qu'il fasse moudre. Alors c'était une aventure extraordinaire aussi, ça. Extraordinaire. Et, et évidemment, de temps en temps, il nous donnait la pièce. Et, 5 escudos, je sais, 5 escudos. Alors, c'était marrant parce que on n'avait même pas de tirelire. Alors, mes frères et moi, on cachait les pièces dans les trous du mur de la maison, parce que vous avez des murs avec des fentes, des machins. Enfin, on trouvait des trucs complètement barjots, hein. Et, et, et nous, on était heureux, bien sûr. On avait un petit peu une petite monnaie, une petite pièce pour aller s'acheter des bonbons. Encore que moi, j'étais pas trop bonbon, hein. J'étais pas trop bonbon. Et pour revenir à cette tournée, ma mère m'avait donné la permission je suis parti le matin très tôt avec ce monsieur. Très très tôt. Et donc, on faisait la tournée de tous les villages. Mais c'est extraordinaire. Le monde qui connaissait, euh, évidemment, je ne l'ai pas beaucoup aidé, hein. C'était juste histoire de l'accompagner plutôt qu'autre chose. Et alors, c'était très rigolo parce que je visitais des gens que j'avais jamais vus, des villages que j'avais jamais vus. C'était une tournée, ça descend, ça monte. Et bien sûr, ce monsieur que je me rappelle plus de son prénom, mais que sa famille, qu'on connaissait bien et tout. Parce que le, le dimanche, quand on allait au marché à Villa F, à pied, chercher notre pain, ou alors on allait avec ma maman pour acheter des sardines ou autre chose, ou je rencontrais ma marraine le dimanche. C'était une histoire de... C'était une aventure. Oh là là, les enfants, si vous saviez, comme c'était beau. On était pauvres, mais c'était autre chose. C'était extraordinaire. Et donc, ce monsieur, on faisait la tournée, mais il ne faisait pas que distribuer la farine. Oh, il était bien organisé. Il savait exactement combien de sacs de blé, de maïs, telle personne lui avait donné. Et il savait exactement combien de farine il fallait qu'il distribue telle ou telle adresse, hein. Il savait à peine lire et écrire, je suppose, mais il était très bien organisé. Il n'avait pas besoin d'un iPad ou d'un téléphone ou d'une calculatrice. Il n'a même pas une feuille de papier sur lui, tel monsieur tant. Non, tout était là. Tout était là. Tout était là. Extraordinaire, 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 extraordinaire. Et bien sûr, ce monsieur, comme tout bon portugais qui se doit, bon vivant, bonne bouffe, bon... Je vous rappelle, hein, vous n'allez pas me la faire à moi. Bien sûr, vous avez compris. Alors, chaque client, alors, un petit coup, chaque... Oh Seigneur Jésus, Marie, Joseph, pardon. Le soir, on rentre très tard, très très tard. Ce n'est plus lui qui connaît le chemin. Ce n'est plus lui qui connaît le chemin. Qui connaît Même moi, je ne connais pas le chemin. Il y a des villages que j'avais jamais vus. On était tellement loin. Et puis en plus, il faisait noir. On n'avait pas d'éclairage à l'époque, rien. On, se, on suivait la lune, l'éclair du jour, quand il y en avait. Sinon, c'était le noir complet. Heureusement qu'il y avait le cheval. Lui connaissait la route, hein. Il connaissait la route. Il connaissait la route. Quelle aventure. On arrivait tellement tard chez ce monsieur que, vu l'heure,
ils n'allaient pas me faire partir chez moi alors qu'il était déjà minuit ou 1 heure du matin et que j'habitais encore beaucoup plus bas, parce que ça descendait. Et je devais en avoir pour un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas exactement. Vous savez, à l'époque, le temps, des fois, quand on est petit, on va toujours trop loin. Et puis après, quand on y va, ah, bah, finalement, c'est tout près. Je croyais qu'il y avait des kilomètres, des kilomètres. C'est pareil que la maison, on la voit toute grande. Je la voyais toute grande. Après, quelques années plus tard, quand je suis allé, à l'âge de 14 ans, 15, je ne sais plus. Enfin, si, je le sais. Ah, je voyais la maison toute petite. Et les parcours entre la ville et les villages me paraissaient moins longs. Mais à l'époque, quand j'étais petit, c'était pas le cas. On était toujours en train de courir partout, on n'avait pas de vélo, hein, bien sûr, on se déplaçait à pied, on allait à l'école en courant, on allait au village VF en courant, on courait tout le temps. C'est extraordinaire. On n'avait pas besoin d'aller faire du sport. Et donc, ce soir-là, euh, je reste couché chez ce monsieur. Dans une maison, ils avaient 2 maisons, et il y avait une maison qui était habitée, et l'autre part, une vieille bâtisse, euh, que je ne vais pas vous décrire maintenant, mais je pourrais vous la décrire plus tard, parce que là, tout de suite, mon cerveau n'est pas en place. Et voilà qui me met dans une espèce de chambre, tout seul, dans cette vieille bâtisse. Il y a une route qui sépare. La route passe au milieu des 2 maisons. Donc il y a la maison habitable qui est sur la gauche et l'autre maison, vieille bâtisse, sur la droite. Et la route au milieu, où il passe les charrettes avec les chevaux, tout ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture encore qui passait sur ces routes. C'était des routes de terre. Puis il n'y avait pas des gens qui avaient des voitures non plus. Pas là, pas là. Et bien sûr, moi, à peine 10 ans, bien sûr, comme à la maison, pas d'éclairage électrique, rien du tout, hein. Abel, avec toutes les histoires qu'on nous raconte depuis l'enfance et tout, waouh, 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 cette nuit-là, une peur. Déjà chez moi j'avais peur, mais là encore plus. Encore plus. Un endroit grand, avec plein de pièces, vides. Et moi je me trouvais dans une pièce, vide aussi, sauf où il y avait un espèce de truc en paille, certainement, où j'étais couché sur la paille, ou alors sur un lit à l'ancienne, pas avec des matelas, vous savez, confort, hein. Revenons à cette rivière. Revenons à cette rivière, s'il vous plaît. Oh, la rivière. C'était extraordinaire, la rivière. Pour les vacances, l'été. Quand on n'avait plus de bois à aller chercher pour remplir l'hangar. Quand on n'avait plus d'épines de pin pour remplir l'hangar. Quand tout était fait correctement. Que ma maman me donnait des consignes à moi et à mes frères les plus âgés. Faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Il y avait des moments, on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de ballon, on n'avait pas de ballon. On n'avait pas de ballon. Mes grands frères qui aimaient le foot, de temps en temps, ils allaient au village, jouer avec leurs collègues d'école. Moi, j'étais plus jeune et le foot, apparemment, c'était pas ma tasse de thé. D'ailleurs, le football, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Je vous raconterai plus tard aussi ça. Alors, on passait nos vacances d'été. Parce que l'hiver, c'était pas de rigolo, hein. L'hiver, on avait froid, on n'avait pas de chauffage.
pas d'électricité, pas de douche, pas d'eau chaude, donc... ah, ah. Mais l'été, mesdames et messieurs, c'était du 5 étoiles. On allait se laver dans la rivière, bien sûr, tout nu, le cul tout nu. Bah oui, hein, à cette époque-là, il y avait pas de pédophiles, il n'y avait pas... D'ailleurs, les gens du village passaient, ils nous voyaient tout nus en train de plonger du pont, de la rivière. Jamais j'étais agressé sexuellement, hein. Jamais. Et pourtant, on se baladait la quéquette en l'air. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de, je sais pas, d'aller à l'école, on était souvent la quéquette en l'air et le cul à l'air, tellement qu'on était pauvre. Ça posait pas de problème à personne. Jamais on était agressé, jamais. D'ailleurs, les gens, des fois, qui nous voyaient, par hasard, hein, parce que nous, on s'amusait comme des fous, toute une équipe, et on allait à la pêche, à la main, ou à la ligne. La rivière était tellement basse qu'on marchait à contre-courant, parce qu'à un moment, ça montait, il y avait des cascades, il y avait des trucs chouettes. Pour nous, c'était un amusement incroyable. Et on allait pêcher les poissons à la main aussi. Et là où c'était plus profond, on plongeait parce que, évidemment, on avait appris à nager tout naturellement. On avait appris à nager tout naturellement. Pas tout à fait. Pas tout à fait pour moi. Un jour, mon frère est 4 ans de plus que moi. On sort de l'école, tout, et puis voilà, qu'il a une idée qui lui traverse la tête. Il nous emmène directement à la rivière. Il y a moi, quelques copains à lui, et mon autre frère, de 2 ans de plus que moi également, je crois. On arrive à la rivière. Il y a une espèce de, de plage avec des cailloux. C'est pas une plage, hein, c'est une espèce d'endroit où on peut se dévêtir et tout. Il y a des cailloux, espèce de galets plats, etc. Et on se déshabille, bien sûr, on se met à poil. Hein. Bah oui, il n'y avait pas de maillot de bain à l'époque. Hein. Alors il y avait des garçons qui avaient 14 ans, d'autres qui avaient 12, d'autres qui avaient 10. Ça ne posait pas de problème. Hein. On était tous à la même enseigne. Tous pauvres et tous envie de s'amuser. Et voilà que mon frère, C, on va l'appeler C. C'est rigolo. Il a une idée derrière la tête, hein, certainement. Hein. Voilà qui m'emmène au milieu de la rivière, là où il y a papier. Et il me lâche. Il me lâche. Je coule. Il attend, bien sûr, il avait calculé son coup. Hein. Certainement qu'on lui avait fait aussi. Hein. Le coup du savoir nager, tu vas te démerder. C'est une technique, les enfants, imbattable. Hein. Alors ça, dangereuse, mais imbattable. Mon frère C me lâche. Me lâche. Je coule. Il attend un moment et il va me repêcher. Parce que lui, il savait couler, il avait 4 ans de plus que moi. Il plonge, il me ramasse, il me ramène à la surface. Il me ramène à la surface. Bien sûr, moi, j'étais sur le choc et tout. Tout était fait comme ça dans le temps. Hein. Tout était violent. Hein. La moindre chose était violente. Hein. La moindre chose était violente. Et bien sûr, moi, j'avais avalé de l'eau et puis tout ça. Bon, je ne me rappelle plus comment tout à fait mes réactions, mais apparemment, c'est comme ça que j'ai appris à nager. Encore que, peut-être avant cette aventure, j'avais déjà fait quelques brasses, et, et, euh, et puis vous savez, nous, on bougeait les pieds. On tapait les pieds en arrière. Je ne sais pas s'il y a des Portugais qui m'écoutent. Alors nous, on avait une technique, on tapait les pieds. Pop, 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 pop. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? On faisait des brasses et on tapait les pieds. Tchou, 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 tchou.
C'est rigolo. Vous voyez, on l'a à la piscine, vous, les gens tapaient des pieds. Ils faisaient comme ça. Bon, eh ben, je voulais vous parler de mon premier souvenir d'enfant à la base. Rappelez-vous, on est toujours pas arrivé à ce souvenir, hein. Moi, je l'ai là, mais à chaque fois, je démarre sur autre chose. Je démarre sur autre chose. Euh, revenons à ce souvenir. Tiens, revenons à ce souvenir. Ça devait être l'été, parce que ma mère arrosait les haricots, le maïs. Vous savez, dans le temps, on mélangeait, dans le maïs, on faisait aussi les haricots verts, on mettait même des melons, des pastèques entre les deux. Il y avait une espèce de mélange, un peu de tout, quoi. Un fourre-tout. On avait la fontaine, à contrebas de la maison, et on avait Outinque. Outinque. Outinque, mesdames et messieurs. Chez nous, ça s'appelle Outinque. Ici, ça s'appelle une espèce euh, de piscine où on maintient l'eau. Encore, c'est pas le nom exact. Mais c'était un truc en pierre, d'une profondeur de 1 mètre, et il y avait une partie de l'eau de la fontaine qui, euh, qui approvisionnait ce puits. C'est pas un puits, mais bon. Et ça permettait, quand ma mère avait besoin, il y avait une espèce de bouchon en liège avec un gros torchon autour pour boucher le trou, pour le déboucher, pour le boucher, pour le déboucher. Et à ce moment-là, il y avait tout un circuit fait en terre, manuellement. Vous savez comment ça se passait dans le temps. On faisait des espèces de fentes dans la terre et on faisait venir l'eau. Et à un moment donné, il y avait plusieurs directions, droite, gauche, milieu, soit. Et à chaque fois, si ma mère voulait arroser à gauche, elle allait couper l'eau à un tel endroit pour qu'elle aille à gauche. Après, l'eau, elle allait tout droit. Ou elle pouvait même faire les trois en même temps. Est-ce que vous avez vu ça, vous? Les trois en même temps. C'est ordinaire, non? C'est ordinaire. Et moi, ma mère, comme je me trouvais tout seul avec elle ce jour-là, tout le monde était occupé où, je ne sais pas où, puisque je ne sais pas vous donner une date, une heure ou un mois, mais je sais que je ne marchais pas encore. Et ma mère me pose par terre au milieu des pastèques avec une couverture et elle arrose ses trucs. Elle fait ce qu'elle a à faire dans la journée. C'était en fin d'après-midi. Et en fin d'après-midi, voilà que mon père arrive. Il avait une chemise blanche, tiens. Vous imaginez compte. J'avais même pas 2 ans et j'ai ce souvenir dans la tête. Il rentrait certainement de son travail. Ma mère était très occupée à arroser. Et puis, vous savez, c'était très grand, hein, là. C'était très grand, hein. Parce qu'il y avait des pommes de terre, il y avait du maïs, il y avait une partie qui était de la vigne, il y avait une partie qui était des pastèques, haricots, enfin bref, c'était grand. Mais ça descendait un petit peu, puisqu'après il y avait la rivière, tout en pente. Et moi, je suis resté seul sous ma couverture, comme ça. Et à un moment donné, voilà que je fais une grosse bêtise. Et je vois les pastèques, et puis bien sûr, à un moment donné, sans faire dans ma tête, je suis petit, hein, donc j'arrache une pastèque par accident en voulant m'amuser avec. Mon père arrive, il voit ça. Il commence à gueuler, il engueule ma mère et tout. Ma mère, elle a vite compris qu'il y avait de l'eau dans le gaz et que mon père, étant un excité pur, elle est vite venue à mon secours
parce qu'elle savait bien que mon père, comme d'habitude, il allait déraper. Elle le savait, ma mère, qu'il allait déraper. Ma mère vient très vite, elle me ramasse par terre et elle me protège contre sa poitrine. Mon père, toujours en râlant, toujours très excité, veut me frapper. Ma mère, pour me protéger, se tourne à droite, à gauche, pour me protéger. Laisse-le tranquille, je crois qu'il est trop petit, il ne comprend pas, laisse-le tranquille. Mon père, je crois qu'il arrive quand même à me donner une petite baffe ou une petite baffe aux fesses. Parce qu'en plus, bien sûr, j'ai les fesses nues, évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, mon premier souvenir de mon père et de ma mère. Mon père violent qui pense qu'à frapper et qui est très excité, et ma mère qui me protège son petit. Voilà mon premier souvenir d'enfance. J'avais même pas 2 ans. Mais ce souvenir, il va me poursuivre toute mon enfance, toute mon adolescence, jusqu'à l'âge de 25 ans, où je finis un jour par me battre avec mon père. Mais entre-temps, il s'est passé tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, tellement d'histoires, tellement de drames. Mais ça, je vous raconterai beaucoup plus tard. Mais, figurez-vous que ce souvenir, Abel, il a compris très très vite que le danger constant venait de mon père. Il était tellement constant le danger que Abel a décidé de ne plus faire une bêtise de sa vie. Dans ma tête, depuis ce moment-là, Abel réfléchissait à chaque instant de sa vie, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Parce qu'il savait que derrière, le père allait frapper. Ça a conditionné mon enfance. Ça m'a bloqué sur pas mal de bêtises que j'aurais dû faire comme tous les autres garçons. Mais j'étais tellement dans une peur et dans une angoisse qu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il y avait le ralenti. Il y avait le ralenti qui était là. Voilà comment a démarré ma vie d'enfant. Mais le plus beau souvenir, c'est celui-là de ma mère, qui me protège dans ses bras. C'est ça, une vraie maman. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une autre histoire. Bye bye. Adeus.